Conakry, 14 août 2018, au sommaire de cette édition, reprise ce matin au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation des travaux du comité de suivi de l'accord politique au nombre des questions à débattre, indemnisation des victimes des manifestations politiques. Le village de Yafaraya, dans la dynamique de développement, de nombreux chantiers sont lancés par les fils ressortissants de la localité. C'est un bel exemple à suivre. Et puis des manteaux plastiques sont très prisés en cette saison de pluie. Ils sont surtout utilisés par les femmes et les conducteurs de motos. Les manteaux plastiques sont plus vendus que les parapluies. Le constat de nos reporters dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le comité de suivi de l'accord politique a repris ses travaux ce mardi dans les locaux du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment l'indemnisation des victimes des manifestations politiques et la libération des détenus. Les précisions dans ce reportage de Mohamed Amin Kamara. Après la série d'accords autour des contentieux électoraux, les acteurs politiques reviennent à la table de négociation au compte de la 25e session du comité de suivi. Le débat a porté sur les autres points de l'accord politique, portant entre autres sur l'indemnisation des victimes des manifestations politiques. Le comité de suivi a pris acte des avancées dans l'accomplissement des points de l'accord politique, à savoir que la loi sur la CENI a été votée et probablement dans les jours qui suivent, la loi va sortir du Conseil de la Cour constitutionnelle plutôt. Il y a eu des provisions pour les indemnisations. Nous sommes très avancés sur l'étude des listes qui ont été déposées au niveau du comité. Nous prenons acte des accords signés entre l'opposition républicaine et la mouvance sur le contentieux électoral qui est donc terminé. Le ministre de l'Administration du Territoire, président du comité de suivi, adresse une correspondance au ministre de la Justice par rapport au point concernant la libération des prisonniers. Donc pour solliciter en tout cas que cela soit examiné avec diligence, pour faire en sorte que ce point aussi soit mis en œuvre. Il a également été recommandé qu'une autre correspondance soit adressée au ministre du Budget pour ce qui concerne l'inscription des lignes dans la loi de finances rectificative qui est en train d'être examinée au niveau de l'Assemblée nationale concernant le volet indemnisation qui a été acté dans cet autre accord politique. Il a été également recommandé que la mise en œuvre effective de cet accord qui a été obtenu, surtout en ce qui concerne l'installation des conseillers communaux, soit en tout cas diligenté dans les plus brefs délais, parce qu'il a été rappelé que depuis plus de 6 mois, les collectivités en tout cas sont en attente. Il n'y a pas d'élus qui sont là, ce sont les secteurs généraux et les receveurs qui gèrent. Donc il est vraiment temps qu'on installe nos conseillers pour que nous amorcions enfin le développement socio-économique local. Le président du comité de suivi salue les acquis récemment obtenus grâce à la convergence de vues entre les différentes formations politiques. Le comité de suivi trouve la solution de la crise post-électorale qu'on a appelée à l'époque le contentieux électoral. Aujourd'hui, la solution est trouvée. Je crois qu'il y a matière à satisfaction sur toute l'étendue du territoire, nonobstant les interprétations qui n'en finiront jamais. Mais aujourd'hui, la solution est trouvée. Le peuple de Guinée doit en être fier. Et la représentante de l'Union européenne, une de nos partenaires techniques et financiers, l'a dit dans la salle. Je suis heureux de voir que les Guinéens peuvent trouver la solution à leurs problèmes. C'est une vérité qui ne vient pas d'un Guinéen, mais d'une observatrice bien attitrée. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Il reste aujourd'hui, néanmoins, la haute cour de justice, qui est un travail qui se fait forcément avec les députés. Ce n'est pas seulement au sein du comité de suivi que cela doit se faire. Donc la machine avance à merveille. Contrairement aux précédentes assises du comité de suivi, cette 25e session a été de courte durée. Ces acteurs politiques affichent leur volonté à apaiser le climat social en Guinée.
À préciser que vous suivrez le grand format de cet élément après ce journal. Un atelier de réflexion sur un nouveau programme d'identification numérique vient de se tenir à Boki, initié par le gouvernement guinéen dans le cadre du PNDS. Ce programme permettra d'identifier tout Guinéen résidant dans le pays ou à l'étranger. Abraham, Christophe Conté, Daouda Tabansi, la reportage. C'est une rencontre d'échange entre plusieurs acteurs impliqués dans le processus d'action des pouvoirs publics. Elle mobilise des représentants de la primature, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité, des télécoms, du plan, de la santé et de la justice. Leur principal défi est de vulgariser le programme multisectoriel Wouri en vue de son appropriation systématique par les populations. Le dit programme vise à attribuer aux Guinéens résidents et de l'étranger un numéro d'identification unique. Nous avons trouvé nécessaire de venir vers nos populations et de commencer par Boké, parce que Boké est le symbole de l'émergence de la Guinée, mais en même temps présente les plus grands risques d'exclusion des populations qui ne sont pas liées à ces activités. Puisque c'est un programme d'inclusion, nous avons pensé que c'était un bon terreau pour lancer nos différentes activités qui vont couvrir toute la République. Selon les données démographiques, plus de 1 milliard de personnes dans le monde, 500 millions en Afrique subsaharienne n'ont aucune preuve juridique de leur identité. En Guinée, seuls 25% des adultes disposent de leur carte d'identité selon une récente étude. Dans la planification de son développement, la Guinée accorde un intérêt majeur à l'identification citoyenne. Nous allons faire un recensement national, avoir les informations sur chaque citoyen, aller les stocker dans une base de données centrale. Nous, les policiers, nous aimons faire les recherches. Quand on a un présumé coupable à rechercher et on arrive à le retrouver, comment peut-on le prouver que c'est lui? Au moment de prendre sa petite identité, il suffit tout simplement de mettre son empreinte et voir s'il existe dans le fichier, et ça va nous faciliter le travail. Notre travail sera très efficace, très rapide. Cette rencontre de 3 jours est initiée par la coordination technique du programme Wouri, avec l'appui financier de la Banque mondiale, le renforcement du cadre juridique et institutionnel et la mise en place du système d'identification sont entre autres résultats attendus. Les retombées pour les citoyens sont multiples. Aujourd'hui, la première chose, c'est que demain, chaque citoyen guinéen ou chaque résident en Guinée pourrait bénéficier d'un titre d'identité qui lui permettra d'accéder aux services publics et privés. Il y a un développement de l'économie numérique qui pourrait être mis en place à travers ce projet. Il y a l'e-gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance électronique qui pourrait être amplifiée. Donc ces systèmes pourront se multiplier à travers. Le programme d'identification numérique pour l'inclusion et l'intégration en Afrique de l'Ouest correspond en Guinée à l'un des points du plan national de développement économique et social, PNDS. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont les premiers pays de la sous-région à bénéficier du programme. Un communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail avant de poursuivre cette édition d'information. Conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mercredi 15 août 2018, Assomption, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs du Guinée. Il est signé donc de Billy Nankouma Doumbouya. Direction Yafaraya, c'est dans la préfecture de Dubreka où les fils de la localité décident de changer le visage de leur village. Ils viennent de lancer de nombreux chantiers de développement à l'image de ce centre de santé en construction dont les travaux sont entièrement financés par les fils ressortissants à hauteur d'1 milliard de francs guinéens. Un bel exemple à suivre. Tierno Osmania, le reportage. À 95 km de Conakry, le village de Yafraya, un district de la sous-préfecture de Ouassou, où l'éveil de conscience permet d'insuffler un nouvel élan au développement communautaire. Grâce aux revenus tirés de l'exploitation des carrières de sable autour du village, un imposant centre de santé est en construction. Les travaux ont débuté il y a 3 mois sous la houlette de l'Union des jeunes de Yafraya,
1 milliard d'investissements pour, entre autres, sortir de terre 10 salles d'hospitalisation et 11 toilettes, à la grande satisfaction des femmes notamment. La construction de cet hôpital est une source de satisfaction pour nous. Avant, il fallait partir à Wassou ou à Tanene. Les patients pouvaient perdre la vie en cours de route. Donc, on prie pour la fin des travaux. À la fin des travaux, le centre de santé de Yafraya sera un des plus importants de la Guinée. De par sa position et son envergure, il va permettre de réduire la mortalité maternelle et apporter des secours sur une route où sont très souvent enregistrés des cas d'accident de la circulation. Déjà, les pions sont déjà finis. Ça reste maintenant la couverture pour les crépissages et les autres. Et donc, pour attaquer d'autres projets, parce que nous avons plusieurs ambitions. Nous avons le centre de santé que vous voyez derrière moi, mais également le logement des médecins, mais également les enseignants. Mais derrière tout cet enthousiasme, des querelles internes menacent l'évolution du chantier. Les revenus des carrières, principale source de financement, sont sur le point d'être compromis à cause notamment des désaccords entre les fils de village sur l'orientation des fonds. Dans l'actualité encore, les orientations des bacheliers se tiendront du 17 au 27 août prochain. Les choix porteront sur 10 à 15 programmes de formation. Cette année, les candidats admis avec mention très bien seront orientés dans les profils de génie civil. Francis Collier, Moussa Komara. Après l'admission au baccalauréat unique session 2018, les candidats heureux seront orientés. Les bacheliers de cette année et ceux non orientés des sessions précédentes auront le choix entre 10 et 15 profils de formation. Les orientations démarrent le vendredi 17 pour finir le 27 août à minuit. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans sa démarche de qualité, annonce que ceux les meilleurs seront orientés dans les profils de génie. Poursuivant l'objectif de qualifier notre système d'enseignement, seuls les bacheliers ayant la mention bien ou très bien pourront choisir les filières d'ingénieurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de l'Institut supérieur de technologie de Mamou et de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe les bacheliers que le moyen de paiement des frais d'inscription à l'orientation est exclusivement électronique via Orange Money ou MTN Mobile Money. Les bacheliers vont s'inscrire sur le site Gupol où se trouvent déjà toutes les informations relatives au choix. Pour des questions de facilitation, des numéros d'appel sont disponibles sur le site du ministère. Encore, la question d'employabilité devrait guider pour faciliter l'insertion socio-professionnelle après les études. Le Centre d'études et de recherche environnementale ouvre bientôt son programme doctoral en Guinée. 10 projets de recherche sur l'environnement feront l'objet de recherches sur le terrain. Cette école doctorale est la première dans notre pays. Francis Collier. 10 projets de thèse doctorale sont présentés au Centre d'études et de recherche environnementale. Les 10 candidats de la première promotion de l'école doctorale du CERE exposent sur des thèmes variés. Les études traitent chacune un aspect particulier des questions environnementales. Ce programme donc qui est créé il y a plus d'un an, et les étudiants sont maintenant, ils ont fini avec un cours très important de dynamique des systèmes, et ensuite ils ont fini avec le cours de lecture dirigée. Maintenant, ils vont présenter leur projet de thèse. C'est le résumé de ces projets de thèse qui a été présenté aujourd'hui par chacun d'entre eux. Ce centre d'études et de recherche environnementale de l'Université de Conakry encadre déjà des masters depuis 1997. Aujourd'hui, les jeunes sont encouragés à approfondir les recherches. Notre master contient 2 options. Il y a l'option recherche, c'est-à-dire le profil de recherche et le profil professionnel. Le profil de recherche est accompagné du doctorat pour ceux qui veulent continuer. Et le profil professionnel, c'est seulement au niveau master. Moi, je fais le profil de recherche. S'il plaît à Dieu, j'espère continuer pour le doctorat.
La dynamique des études avancées traduit la volonté des autorités à qualifier la formation supérieure dans le pays. Les projets d'études doctorales au CERE doivent faire participer les chercheurs guinéens à trouver solution aux questions environnementales actuelles. La 5e promotion des chefs de section d'infanterie vient de recevoir leur diplôme de fin d'études à l'école militaire interarmée. C'est à l'issue de 8 mois de formation. La cérémonie de remise a eu lieu au camp Alpha Yaya Diallo en présence des autorités militaires. Lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Ils sont 40 officiers à recevoir leur diplôme de cours d'application des chefs de section d'infanterie au terme de 8 mois de formation. Durant leur stage, ces apprenants ont reçu des notions comme la tactique, la topographie, afin de mieux commander une section au combat. Cette formation me permettra dans les unités de transmettre la connaissance que j'ai acquise au cours de cette formation pour être à la hauteur de la mission qui nous attend. Un accent particulier a été mis sur la formation par l'état-major général des armées. C'est dans ce cadre que l'école participe pleinement à cette activité. Car pour nous, donner le savoir et le savoir-faire, c'est notre contribution dans la mise en application de cette politique de réforme. La qualification continue des militaires en Guinée se poursuit à un rythme ascendant. Cela grâce à la dynamique réforme du secteur de sécurité en cours. La hiérarchie militaire en fait son cheval de bataille. Dans son programme de réforme du secteur de défense et de sécurité, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef des armées, a fixé comme priorité la qualification continue des militaires en vue de faire de notre armée un outil de défense tout azimut, adapté, performant et respectueux des droits de l'homme au service de la nation. Depuis sa réouverture en 1996, l'école militaire interarmée EMIA Guinée a formé 12 promotions de cours d'officiers initial, 5 promotions de cours d'application des chefs de section d'infanterie, des cours de perfectionnement, les cours de formation des futurs commandants d'unité et des cours de langue. Bientôt, un nouveau plan cadre pour l'aide au développement pour la période 2018-2022. Il est appuyé par le système des Nations Unies. Ce plan va toucher l'essentiel des secteurs de développement. C'est le premier élément de Guinée en bref, en image avec Alga Simba. C'est une remobilisation de toutes les agences des Nations Unies actives dans le pays. Pour la période 2018-2022, un nouveau plan cadre pour l'aide au développement est envisagé. Il touchera l'essentiel des secteurs de développement avec un accent soutenu dans le renforcement du capital humain et la bonne gouvernance. C'est en fondant l'espoir que nous sortirons d'ici avec des résultats positifs et des recommandations pertinentes visant à l'amélioration du cadre d'intervention du système des Nations Unies que je vous réitère notre engagement à œuvrer pour faire de l'Abbé une région prospère, respectueuse des droits de l'homme et de la bonne gouvernance au service de la population. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de l'huile de palme dans notre pays. La société Onia Press vient de créer une nouvelle machine de production de l'huile de palme capable de produire jusqu'à 100 fûts d'huile par jour. Ce qui est intéressant dans l'affaire des machines, c'est qu'à chaque fois qu'une machine est installée, il y a un groupement de 50 femmes qui est créé automatiquement. Donc ça, c'est les femmes du village qui restent pour valoriser les palmiers des autres villages environnants. Plus de 3000 cahiers, des sacs et des satisfecits d'encouragement sont offerts aux 5 premiers de toutes les classes d'examen de la préfecture de Fria. Le geste est du collectif des femmes de Fria pour le développement. C'est une manière d'encourager, de motiver les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes à redoubler d'efforts pour l'année prochaine. Journée citoyenne, une initiative du gouvernement. Pour pérenniser les acquis, les membres de l'ONG Merveille de Coronti sensibilisent les citoyens de la capitale afin de maintenir la propriété le long des routes et dans les caniveaux. Pour ce faire,
Il passe de foyer en foyer et dans les marchés pour faire comprendre aux populations l'avantage de l'hygiène publique. À présent, allons à la découverte d'un imperméable plastique qui a conquis le marché de Conakry en saison des pluies. Il est surtout le préféré des femmes et des conducteurs de moto. Son coût abordable et son atout essentiel, 5 000 francs l'unité. Il est plus utilisé actuellement que des parapluies. Reportage signé Moussa Bangora. En cette saison de grande pluie, ce type de manteau à la côte, il est visible partout sous différentes couleurs. Dans les marchés et les rues, cet imperméable semble même ravi la vedette au légendaire parapluie. Nous utilisons ce manteau parce que c'est ce qui nous arrange beaucoup par rapport au parapluie en conduisant la moto. Et il est moins cher. En plastique fin, ce manteau est déjà en rupture dans les principaux magasins d'approvisionnement, ici au marché Avaria. En plus de sa praticabilité, les usagers estiment que le secret de sa vente réside dans son coût bon marché. Il se négocie à 5 000 francs guinéens. Ce manteau est bon, sa vente est plus rapide que le parapluie. Il se négocie à 40 000 francs la douzaine. Avec un bon nijaz, son manteau pourrait être gardé longtemps. À chaque fois que le besoin se fait sentir, il est seulement à 5 000 francs. En dépit de ses bienfaits, quelques défenseurs de l'environnement émettent des réserves sur la vie de cet imperméable. Après la saison des pluies, ces lambeaux ne vont-ils pas se retrouver dans la nature et augmenter la quantité de matière plastique qui pollue notre environnement? La question est déjà en débat, alors que l'importateur de cet article, qui se vend comme des petits pains, se frotte les mains au grand marché de Madina. Dans l'actualité encore, les travaux de la 13e édition du camp biblique national de la jeunesse protestante et évangélique de Guinée ont pris fin à Kindia. Une semaine durant, les participants venus de toutes les églises du pays ont planché sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes. Valérie Talimane. Arrivée en Guinée depuis 1918, l'église protestante évangélique s'est progressivement frayée du chemin dans plusieurs préfectures, principalement dans celle de la région forestière. Aujourd'hui centenaire, elle évalue ses acquis en matière d'évangélisation et de formation des jeunes. Ce 13e camp biblique national aura permis de rendre plus performante la jeunesse protestante à travers des formations axées sur la Bible et la vie socio-économique. Nous estimons être fiers que nos jeunes ont bénéficié de ce qu'ils devaient bénéficier pour entrer dans notre vision afin de développer cette église et pour développer la nation. Au-delà de son caractère religieux, l'église protestante évangélique de Guinée se bat pour l'autonomisation socio-économique des jeunes. Au cours de ce camp biblique, des thématiques comme le leadership associatif et l'immigration clandestine sont développées. L'enseignement de ces notions vise à stimuler la participation de la couche juvénile aux instances de la société du pays. Il ne s'agit plus de se consacrer seulement à l'aspect spirituel, mais faire en sorte que les chrétiens de cette église puissent être impliqués dans tous les secteurs d'activité de la vie humaine. Nous avons aussi parlé du défi de l'autonomie financière et matérielle. Nous avons demandé que la jeunesse en particulier, mais l'église en général, puisse adapter ses structures aux réalités. En attendant que les notions apprises au cours de ce 13e camp biblique produisent des effets, responsables et jeunes participants s'accordent sur la nécessité de participer au développement du pays. Pour l'heure, les regards sont tournés vers la ville de Cancan où se déroulera la 14e édition du camp biblique national des jeunes protestants, prévue pour août 2020. Et puis page noire, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est en deuil. Le préfet de Yomo, Moustapha Flomo Condé, est décédé ce mardi à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne à Conakry des suites de maladie. Le ministre général Bourema Condé présente ses condoléances à la famille éplorée et aux populations de Yomo.
Au moins 30 morts et de nombreux blessés. C'est le bilan provisoire d'un drame qui s'est produit en Italie. C'est un pont qui s'est effondré. Suivez quelques nouvelles internationales. En bref, en images commentées par Yaya Silla. Une scène apocalyptique en Italie ce matin. Dans la ville de Gênes, sur l'autoroute A10, des portions d'un viaduc se sont abattues sur une voie ferrée dans une zone habitée. Le dernier bilan, annoncé par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, fait état d'au moins 30 morts et beaucoup de blessés graves. Au moins une vingtaine de voitures sont impliquées dans ce que le ministre italien des Infrastructures et des Transports qualifie d'immense tragédie. La construction de cet édifice remonte aux années 1960. À Londres, une voiture a foncé sur les barrières de sécurité devant le Parlement. Plusieurs piétons sont blessés, mais aucune blessure n'est susceptible de mettre en danger la vie des victimes, selon la police britannique. Le conducteur de la voiture bélier, un jeune d'une vingtaine d'années, est arrêté par la police. Il est soupçonné d'actes terroristes. La situation des musiciens de l'orchestre symphonique d'Irak émeut le monde culturel. Le tiers des membres est privé de salaire pour respect d'une recommandation de la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le pays. Une directive interdit aux fonctionnaires irakiens de toucher un double salaire. À l'école de musique et de ballet de Bagdad, c'est la désolation. Depuis 8 mois, plus de la moitié des artistes ne sont plus capables de venir aux répétitions de cet ensemble qui a 40 ans de carrière. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.